J-1 avant l'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Sa prestation de serment aura lieu demain à Washington. L'événement sera évidemment suivi par le monde entier. On en parle ce soir avec vous, Richard Verly. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste aux médias suisses Blick. Je précise que vous étiez aux États-Unis pendant la campagne pour la présidentielle. Vous avez sillonné le pays en camping-car. On est, Richard, aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle ère mondiale avec le retour au pouvoir de Donald Trump. En tout cas, ça en a les apparences. Et c'est le message que Donald Trump va essayer de faire passer. Bien évidemment, avec cet accord entre le Hamas et Israël, on voit qu'il a une bonne nouvelle à annoncer. Une nouvelle, et son prédécesseur Joe Biden vient de le dire, qui change la donne dans la région. Et puis, il y a les dossiers qu'on connaît, le dossier de l'Ukraine, il y a ce qu'il a dit sur le Groenland, etc., etc. Donc oui, on est à l'aube d'un vrai bouleversement. Maintenant, il va falloir faire la différence entre les paroles, les annonces de Donald Trump et les faits. Vous savez que c'est un spécialiste en communication, Donald Trump. Son objectif jusqu'à présent, ça a été quoi? Ça a été de faire peur à tout le monde en disant « j'arrive, vous allez voir ce que vous allez voir ». Eh bien, à partir de demain, on en saura plus. Alors justement, à ce sujet, Richard, Donald Trump a promis qu'il signerait un nombre record de décrets présidentiels après sa prestation de serment au Capitole. Alors ces promesses sont parfois vagues, mais toujours assez spectaculaires, qu'il s'agisse des questions migratoires, économiques ou géopolitiques. On fait le point tout de suite sur les grands dossiers auxquels il promet de s'attaquer avec Sylvie de Barthez. Pour son second mandat, Donald Trump s'apprête à réparer l'Amérique. Je vais la réparer et très vite. Tout au long de sa campagne, Donald Trump a dressé le portrait d'un pays cassé. Premier mal identifié, l'immigration, responsable selon lui de l'insécurité. Pour y remédier, le nouveau président a prévu la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis. Nous fermerons la frontière et on va tous les expulser. Côté économie, la méthode Trump, c'est une baisse des impôts pour tous les Américains et un protectionnisme renforcé. Et en matière d'environnement, la recette est là aussi toute trouvée. On va forer et encore forer. Sa victoire en novembre dernier s'est accompagnée du retour des Républicains au Sénat. Mais Donald Trump aura-t-il toutes les cartes en main pour mettre en œuvre son programme? Il peut beaucoup, mais il ne peut pas tout, parce qu'il va se heurter au réel, à la fois en matière d'immigration, en matière de protectionnisme, avec des mesures qui peuvent lui arriver en boomerang, et en matière de climat. Là, c'est plus simple, parce qu'il pourra déréguler un certain nombre de choses, notamment en défaisant les décrets qui ont été pris par Obama et Biden. Le président élu a aussi avancé mettre fin à la guerre en Ukraine en une seule journée, sans expliquer cette fois-ci sa méthode. Voilà, alors la guerre en Ukraine, on va y revenir dans un instant. Et d'abord, Richard, je voudrais qu'on s'arrête sur ces expulsions massives de migrants annoncées par Donald Trump. Elles pourraient concerner jusqu'à 11 millions de personnes. C'est le président élu américain Donald Trump lui-même qui l'avait affirmé. Très concrètement, ça veut dire quoi? Que dès mardi, on doit s'attendre à ce que se mette en place une forme de traque, de chasse à l'homme aux États-Unis? Oui, sans doute. Alors, traque, le mot est peut-être un peu fort. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre d'immigrants illégaux déjà qui sont dans les prisons américaines. Qui ont commis des actes de délinquance. Ceux-là, on les connaît. Ils sont à portée de main de la police. A priori, c'est ceux-là qui vont être visés en premier. Donc on peut s'attendre à ce que les prisons soient vidées et... Comment seront-ils transportés à la frontière? Par bus, par avion? Je ne le sais pas. Ça, c'est le premier public. Il y a un deuxième public. Vous savez, il y a une application numérique qui avait été mise en place par l'administration Biden et les migrants illégaux rentraient leurs coordonnées sur cette application dans le but de demander l'asile. Là aussi, ils sont connus, ils sont repérés, on connaît leurs adresses. Donc voilà les publics qui vont être ciblés au début par l'administration Trump. Elle est dirigée en ce qui concerne l'immigration par Tom Homan, qui est un peu le tsar des frontières. Et on peut s'attendre effectivement à trois choses: des interpellations, des arrestations, et puis des renvois, des expulsions. Mais comme le disait tout à l'heure le journaliste, il y a le réel. Le réel, c'est quoi? C'est que si vous entamez l'expulsion de milliers de personnes, vous imaginez ce que ça suppose comme logistique, parce que tous ces gens ne seront pas nécessairement d'accord pour repartir. Donc là, il y a un énorme point d'interrogation. Est-ce qu'il y aura un transit par des centres de rétention administratif? Je vois que vous montrez les images du mur sur le Rio Grande au Texas où j'étais il n'y a pas longtemps, bien sûr. Bon, alors est-ce qu'on va parquer ces gens de l'autre côté du mur, c'est-à-dire sur la partie du territoire entre le mur et le fleuve, par exemple? C'est une des idées qui a été développée par les autorités texanes. Bref, attendons de voir, mais très certainement, dès mardi, oui, des migrants vont se trouver priés par la force
de rentrer chez eux. Alors justement, Richard, vous l'évoquiez à l'instant, vous êtes rendu pour faire du reportage au Texas, le long de ce fameux mur construit à la frontière avec le Mexique. Quel est l'état d'esprit quel était, lorsque vous y étiez, je crois que c'était en novembre, juste avant le scrutin, quel était l'état d'esprit des personnes que vous avez rencontrées sur place par rapport à toutes ces questions migratoires? D'abord, et là encore on en revient à la différence entre les déclarations et les faits, il faut savoir que le fameux mur, les images qu'on vient de voir, il fait à peu près 100 km. En gros, alors que la frontière, rien que de l'État du Texas avec le Mexique, elle en fait 1200. Vous imaginez. Et la portion qui comporte un mur, elle est trouée. Elle est trouée pour une raison simple, auquel on ne pense pas spontanément. C'est que ces terrains, les terrains près du Rio Grande, ils appartiennent à des propriétaires américains qui ne veulent pas tous être expropriés. Donc vous voyez, c'est compliqué le réel. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que Donald Trump peut aussi se heurter à la résistance de ces populations qui ne veulent pas qu'un mur soit construit à la place de leur maison, de leur champ. Qui ne veulent pas qu'un mur soit construit ou qui exigent un certain montant d'indemnisation avant de vendre leur terrain. Donc le réel va être compliqué. Quel était l'état d'esprit ? Deux choses que j'ai retenues. Premièrement, l'inquiétude, parce que n'oublions pas que cette frontière, elle permet le commerce, elle permet à quantité de gens de vivre des deux côtés de la frontière. Je vais vous prendre un exemple très concret. Du côté américain, vous avez des centaines de garages de voitures d'occasion au Texas qui vendent ces véhicules au Mexique. Si vous fermez la frontière, le business s'écroule. Donc il y a une vraie inquiétude sur tout simplement les échanges économiques. Et puis deuxièmement, il y a une inquiétude sur la violence. C'est ce que je disais. Si la police, sur ordre de Washington, se met à traquer les migrants, comment ? Est-ce que tout ça ne va pas dégénérer ? Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'armes en circulation. Et une des inquiétudes des Texans que j'ai vues, c'était que ça ne se transforme pas en guerre civile dans les différentes localités frontalières. Et vous racontiez d'ailleurs dans un de vos reportages que vous aviez été assez interpellé par l'ampleur du dispositif sécuritaire. On peut s'attendre à ce que le nouveau président élu des États-Unis renforce, muscle ce dispositif ? Oui, alors ce qui est certain, c'est que l'administration, à tous les étages, parce qu'il n'y a pas seulement l'administration fédérale, il y a l'administration des États, par exemple le Texas, et l'administration au niveau des comtés. Il y a des moyens policiers très importants qui sont à la disposition de Donald Trump, mais encore une fois, comment les utiliser sans provoquer un déferlement de violence ? Une chose toute simple, imaginez qu'une bande de migrants s'échappe d'un camp de rétention et mette la main sur des armes, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Les États-Unis, c'est quand même très particulier. Or, pour l'instant, sur l'aspect logistique, on ne sait rien de la manière dont ça va se passer. Alors Donald Trump ne veut plus d'étrangers en situation irrégulière sur le sol américain et en même temps il fait part de ses visées expansionnistes. Il menace, on l'a entendu ces derniers jours, d'annexer le Groenland, le canal du Panama. Il invite aussi le Canada à devenir un État américain. C'est pas un peu paradoxal comme positionnement ? Non. Alors, le Groenland, aucune surprise. Il l'avait déjà fait durant son premier mandat. Il avait déjà lancé des banderilles ou en tout cas fait des annonces sur le Groenland pour une raison simple. Le Groenland, c'est en gros 55 000 habitants. Ça appartient au Danemark, disons, héritage colonial du Danemark, et c'est plein de ressources naturelles. En plus, il y a une base américaine à Thulé. Donc le Groenland, ce n'est pas surprenant. Et derrière le Groenland, vous avez le couloir de l'Arctique, qui est le futur couloir commercial, puisque le climat va entraîner un dégel et une fonte des glaces, malheureusement. Ensuite, le Canada. Le Canada, ça visait à provoquer une convulsion politique. C'est réussi. Justin Trudeau a démissionné. Donc il a quelque part, Donald Trump, obtenu un peu ce qu'il voulait. Il semble que le potentiel Premier ministre canadien qui pourrait succéder à Justin Trudeau, le conservateur, sera un interlocuteur plus rude pour Donald Trump. Et enfin, troisième élément, en ce qui concerne le canal de Panama, là, ce qu'il veut Donald Trump, c'est une négociation. Il veut surtout, je dirais, écarter les Chinois. Parce qu'il y a un projet chinois autour du canal de Panama. Il veut s'assurer, c'est donc un avertissement via Panama adressé aux Chinois. Alors en Europe, à présent, Richard, c'est vrai que la presse européenne s'interroge beaucoup sur ce que va donner ce duo, ce tandem Donald Trump, Elon Musk, et notamment les menaces. On parle beaucoup des menaces pour les démocraties européennes. Selon vous, est-ce que Donald Trump et Elon Musk, qui aujourd'hui est l'un de ses plus grands soutiens politiques peut-être et économiques aussi, sont une menace, ce duo est une menace pour les Européens ?
Écoutez, je pense qu'on va le savoir le 23 février. Pourquoi le 23 février? Parce que c'est le jour des élections en Allemagne. Elon Musk a pris parti clairement pour le parti d'extrême droite. Donald Trump a invité les dirigeants de l'AfD, il y en a un des deux. La candidate principale ne vient pas, mais son alter ego sera présent à l'investiture à Washington. Si les Allemands ne donnent pas leur voix à l'AfD, qui aujourd'hui est à peu près à 20% dans les sondages, si l'AfD recule, à ce moment-là, vous verrez qu'à Washington, ça changera. Parce que Donald Trump, il veut discuter avec des gagnants. Il ne discute pas avec des perdants. Donc, attendons de voir, j'allais dire, n'ayons pas peur. Il n'est pas du tout certain que les messages d'Elon Musk soient convaincants pour les électeurs. Ça fait beaucoup de buzz dans les médias. Ça peut ponctuellement affaiblir des gouvernements, les mettre en difficulté. Mais encore une fois, l'élection allemande sera un premier test grandeur nature. En même temps, Richard, on voit bien que Donald Trump, aujourd'hui, il a presque déjà choisi ses interlocuteurs politiques privilégiés en Europe. Giorgia Meloni, première ministre italienne, Viktor Orban, premier ministre hongrois, ce sont des figures d'extrême droite. Ça, on imagine que ça va quand même donner du fil à retordre, au moins au sein des institutions européennes. Alors, oui, mais c'est du fil à retordre, c'est pas nouveau. Viktor Orban, rappelez-vous, on en a déjà parlé ici, cela fait maintenant quasiment 2 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine, qu'il essaye de jouer solo et qu'il défend la cause de Vladimir Poutine, tout comme le Premier ministre slovaque Robert Fico, qui a été élu plus récemment. Giorgia Meloni, attention, Giorgia Meloni, c'est la championne des 2 partitions. Elle joue une partition atlantiste, américaine, trumpiste, elle vient elle-même de l'extrême droite, du mouvement néofasciste, mais pour l'instant, on ne l'a jamais vue rompre la solidarité européenne. À Bruxelles, elle s'est toujours tenue au projet communautaire. Et au fond, c'est ça la question. C'est est-ce que, concrètement, les Européens vont rester unis ? Comme ils l'ont été, par exemple, sur le Brexit, comme ils l'ont été pour les sanctions contre la Russie jusque-là, malgré les paroles de Viktor Orban. Le vrai test, c'est celui-là. Il y aura inquiétude à partir du moment où, lors d'un Conseil européen, le prochain informel, il a lieu le 3 février, un ou l'autre pays décidera de se dissocier des 27 pour ouvertement faire allégeance à Donald Trump. On n'en est pas là, ça peut se passer, mais ça peut aussi ne pas avoir lieu. Et cette question justement de la capacité des Européens à rester unis, elle est d'autant plus intéressante si on regarde ce qui va se passer du côté de l'Ukraine. On sait que Donald Trump affiche en tout cas l'ambition de mettre fin au conflit en Ukraine en quelques jours, 48 heures, je crois. C'est ce qu'il avait dit voilà, il y a quelques mois. Ce que craignent aujourd'hui, ce que redoutent les Européens, c'est quand même que finalement Donald Trump pousse les Ukrainiens, oblige les Ukrainiens à accepter un accord dans lequel ils céderaient une partie de leur territoire à la Russie. Quelles sont les chances que ça se produise? Parce que là, on a quand même un Donald Trump qui apparaît renforcé, presque triomphant avec son succès au Proche-Orient. Pour l'instant, sur le dossier ukrainien, c'est le brouillard. L'émissaire de Donald Trump, c'est-à-dire l'équivalent de l'émissaire de Trump au Proche-Orient, il ne s'est pas rendu en Ukraine alors qu'il devait y aller. Il y a un brouillard qui est sans doute entretenu par l'administration Trump pour une raison simple, c'est que la situation sur le terrain, la situation sur le champ de bataille est mauvaise pour l'Ukraine aujourd'hui et que si le cessez-le-feu intervenait, ce serait quand même une victoire de Vladimir Poutine. Donc au fond, Trump, il a 2 impératifs. Il doit faire cesser les combats parce qu'il s'y est engagé, il l'a répété, mais il ne doit pas faire cesser les combats à l'avantage de Poutine. Donc il faut que les deux, la cessation des combats et le recul, entre guillemets, de Vladimir Poutine, il faut que ça intervienne ensemble. Et les Européens, vous en parliez, les Européens, ce qui est désolant, et là, il y a une véritable inquiétude. On sait ce qui va se passer, on sait le risque qui pèse sur l'Ukraine. Or, malheureusement, les Européens n'ont pas d'initiative. Ils pourraient maintenant avoir une initiative. Ils pourraient dire clairement, nous allons remplacer les garanties de sécurité américaines. Nous allons donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Ils ne le font pas. Et donc, vous voyez qu'on est vraiment dans ce brouillard où chacun regarde l'autre. Mais les Européens ne doivent pas se faire d'illusions. Avec Donald Trump, tout doit rapporter à l'Amérique. Donc il n'y aura pas de paix qui sera bonne pour l'Europe si l'Europe ne l'impose pas à sa manière. Un mot, Richard, de la façon dont va se dérouler demain la cérémonie d'investiture de Donald Trump. On sait qu'en raison des températures, ce vent glacial très très froid attendu, la cérémonie d'investiture, la prestation de serment aura lieu à l'intérieur du Capitole. Ça n'était pas arrivé depuis 40 ans. D'habitude, cette cérémonie, elle a lieu à l'extérieur. À l'intérieur du Capitole, il y a quand même quelque chose d'assez ironique, non ?
très symbolique, puisque le 6 janvier 2021, on a tous en tête les images des partisans de Donald Trump qui faisaient irruption au même endroit pour empêcher la proclamation des résultats et de l'élection de Joe Biden. Moi, j'ai entendu quand même, dans la presse américaine, que Donald Trump, certes, il a peur du froid glacial qui, semble-t-il, va déferler à Washington, mais il n'avait peut-être pas très envie de constater que sur le Mall, vous savez, cette explanade qui va jusqu'au monument de Lincoln à Washington, il y ait moins de monde que prévu. Or, c'est peut-être ce qui se serait passé. Vous savez qu'il était obsédé par une chose, c'est l'immense foule qui avait accueilli Barack Obama lors de son élection, et lui, il y avait beaucoup moins de monde en 2016. Donc c'est peut-être une manière habile de se retrancher, mais vous avez raison. Le symbole, c'est que les partisans de Trump ont été jetés lorsqu'ils tentaient d'assiéger le Capitole, après avoir fait un certain nombre de blessés et de morts, et lui revient en majesté, et il va sans doute, dans l'heure qui suit, ou les quelques heures qui suivront, eh bien, gracier ces personnages assez sinistres qui avaient pénétré dans le Capitole. Merci infiniment Richard Verly, journaliste aux médias suisses Blick, et je vous rappelle que TV5 Monde vous fera vivre cette cérémonie d'investiture de Donald Trump minute par minute, émission spéciale à retrouver demain sur notre chaîne à partir de 17h15 heure de Paris.